Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi à 11h. Nous allons évidemment commenter la lettre d'Emmanuel Macron, 0826 300 300. 10h, 11h, les médias, Gilles Gansman, Rémi Pernelet et Hugo Clément qui est avec nous. Bonjour, vous êtes journaliste pour le site Combini. On vous a connu dans Quotidien, dans l'émission Diane Barthès. Et la semaine dernière, vous avez diffusé une interview que vous avez réalisée vous-même de Maxime Nicole, donc un gilet jaune, qui est connu pour ses thèses complotistes pendant près de 10 minutes. Donc, il évoque le boxeur Christophe Detthinger, il évoque les violences envers les journalistes, mais surtout les attentats de Strasbourg et de Nice. Et c'est là où la polémique est née. Écoutez ce qu'il vous disait. Une personne qui veut faire un attentat terroriste, qui veut tuer des gens en masse, ça se fait pas dans une petite ruelle de cette manière. Bah la preuve que si. Non, c'est une fusillade, c'est toujours pas revendiqué comme un attentat. Ah si, bah, ça a été revendiqué en tout cas. Revendiqué, mais pas authentifié. Dans ce dossier, vous me dites qu'il y a une vidéo. Ben moi je vous dis, elle est où cette vidéo? Vous me dites que vous pouvez pas la voir. Ben, je vous crois pas. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupe terroriste qui dit, bah c'est nous qui avons fait ça, sauf qu'il n'y a aucun lien officiel qui permet de le confirmer. Oui, mais ça c'est le cas pour plein d'attentats. Oui, mais donc ça veut dire... À Nice, il n'y avait pas de lien officiel non plus, il n'avait pas été entraîné par... Et pourtant, est-ce que c'est un attentat, l'attentat de Nice? Ben, c'est une tuerie de masse. Attentat, ça veut dire porter atteinte à la personne. Donc dans ce sens-là, oui. Mais attentat terroriste, il n'y a rien qui le justifie. Donc c'est pas un attentat terroriste, l'attentat de Nice? C'est un attentat, mais pas forcément terroriste. Voilà, donc on vous a reproché en particulier cette séquence et de lui avoir donné la parole et à lui avoir permis... alors est-ce qu'il fallait lui donner la parole ? Alors, juste pour précision, il y a plus d'interactions dans l'interview. Là, la séquence est montée. On voit quand même que vous lui répondez. On voit que je lui réponds, mais on a l'impression qu'il développe un peu tout seul. C'est une séquence qui dure à peu près 2 minutes 30. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose qui est faux ou qui est de nature complotiste, je le reprends. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire l'autruche. Malheureusement, aujourd'hui, les thèses complotistes sont partagées par un nombre important de Français. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, les gens y croient. À une ou à plusieurs théories du complot. Donc, face à ça, il y a 2 options. Soit on décide d'en parler et de poser des questions, de mettre les gens face à leurs contradictions, face aux réalités. Soit on décide de ne jamais en parler et de faire comme si ça n'existait pas. Mais je pense que c'est pas la solution. Donc, je pense que oui, c'est important d'en parler. C'est important de leur donner la parole et de poser des questions. Rémi, vous l'avez sollicité, il a très rapidement été d'accord pour répondre à votre interview. Comment ça s'est passé? Alors très rapidement non, je crois qu'on lui avait proposé une première fois qu'il n'avait pas souhaité venir et la deuxième fois où ça lui a été proposé, il a accepté de venir. Parce qu'il explique bien dans une autre partie de l'interview que son rapport avec les médias, enfin le rapport en général des Gilets jaunes avec les médias, et notamment que toutes les chaînes d'infos, BFM TV, LCI, CNews, sont interdites de manifestation. On va y revenir parce que vous en parlez avec lui. Mais donc, vous, Combini News, vous êtes Nicolo compatible, on va dire. Non, je pense pas forcément parce qu'on est d'ailleurs on a des journalistes qui couvrent les manifestations tous les samedis et qui sont victimes aussi de pression, d'insultes, de menaces de la part de certains gilets jaunes, de la part de certains casseurs et aussi de violences de la part des policiers. Pas plus tard que ce samedi, on a un journaliste de Combini News, Pierre, qui a été victime d'un tir de flashball au niveau du poignet, qui se fait opérer ce matin. C'est le 4e journaliste quand même blessé de la rédaction depuis le début du mouvement. Donc non, on n'échappe pas aux violences et aux menaces de la part des Gilets jaunes. Je pense que c'est une défiance qui est généralisée contre tous les médias, tout ce qui ressemble à une institution de près ou de loin et qui peut être vu comme proche du pouvoir. Et pour certaines personnes de ce mouvement, pas toutes, il ne faut pas généraliser non plus, mais pour certaines personnes les plus violentes, les médias sont un instrument d'oppression, un instrument dans les mains du pouvoir. Mais comment vous l'avez convaincu alors? Il a demandé des garanties? Il a voulu voir le sujet monter? Non, pas du tout, parce qu'on a beaucoup plus de rush, évidemment. On a près de 40 minutes de rush. L'interview fait 8 minutes 30, on a 40 minutes de rush. Nous, on fait jamais d'interview en direct. Donc non, il s'est plié aux mêmes conditions que n'importe quelle personne politique ou intervenant qui vient à Combini News. Comment s'est porté le choix sur ces 8 minutes? C'est le travail de journaliste. Comme dans chaque interview, on garde ce qu'on estime être le plus intéressant, le plus révélateur. Et puis, il y a des dialogues aussi, parce qu'évidemment, sur les attentats, c'est un dialogue qui dure très longtemps. Et parfois, c'est assez inaudible, parce qu'au bout d'un moment, moi, je finis un peu par m'agacer. Donc, je pose beaucoup de questions. Et ça devient un peu inaudible et un peu incompréhensible. Donc, on a gardé vraiment ce qui avait un intérêt, selon nous,
pour les téléspectateurs. Ouais, mais est-ce qu'il y avait pas intérêt à réexpliquer derrière, c'est ce que proposaient certains journalistes, c'est-à-dire à décrypter un petit peu ces paroles. Vous savez, les journalistes sont des gens très critiques et c'est tant mieux. Donc, très corporatistes aussi, non ? Oui, corporatistes, mais tous les journalistes ont toujours l'impression qu'ils feraient mieux une interview que les autres journalistes. Je pense que ça, c'est pas nouveau. Quand on a vu Emmanuel Macron interviewé par Laurent Delahousse, vous avez dit vous-même que vous auriez mieux fait. Non, pas du tout. Pour le coup, moi j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que Laurent faisait super bien le boulot, mais j'ai vu un déferlement de critiques où on l'accusait de pas faire bien le boulot. Et c'est vrai pour toutes les interviews de tous les hommes politiques. Chaque journaliste pense que lui ferait mieux. Donc peut-être que j'aurais pu faire mieux, ça je ne dis pas, tout le monde peut s'améliorer, mais je pense que l'interview s'est suffit à elle-même, et la preuve, c'est les réactions que ça a suscité. Ça a été des condamnations quasi unanimes, et beaucoup de gens ont dit, y compris des gens qui sont plutôt anti-gilets jaunes, entre guillemets, et qui ont dit, au moins on voit ce qu'ils pensent, et au moins on voit à qui on a affaire, il y a des masques qui tombent, et c'est aussi ça l'intérêt de cette interview. Ouais, vous avez été surpris de la réaction des journalistes, justement, à votre égard, il y a eu pas mal de réactions contre cette interview. Je trouve que venant de certains médias qui effectivement donnent la parole à ces gilets jaunes depuis des semaines et des semaines, c'est parfois un peu gonflé de venir nous dire qu'on le fait aussi. Maxime Nicole, c'est pas la première interview qu'il fait. Monsieur Drouet, par exemple, il a eu tribune ouverte dans tous les médias. Moi, je trouve que c'est normal de leur donner la parole, et je l'assume. Je trouve ça dommage qu'il y ait certains journalistes qui condamnent cette interview tout en donnant de l'écho à ce mouvement depuis des semaines. Il faut être cohérent. On reproche à BFM ou à d'autres chaînes d'avoir des grands groupes puissants qui pourraient manipuler l'information. Qui est derrière Combini News ? Combini News, c'est un média indépendant français qui est dirigé et détenu par... c'est français ? Oui, c'est français, par un couple de fondateurs qui s'appelle David Creusot et Lucie Bedet. Et donc, c'est un média totalement indépendant. Il n'y a pas de grand groupe au capital de Combini. Comment vous comprenez la défiance des Gilets jaunes face à la presse ? Et vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, c'est la relation avec le pouvoir, mais il y a quand même une violence qui s'est manifestée. Est-ce que les journalistes n'ont pas eux-mêmes été un peu hors sol dans ce mouvement ? Mais c'est pas nouveau en fait. Moi, je m'étonne que les gens s'étonnent. Ouais. Moi, j'ai suivi la campagne de François Fillon pour Quotidien. Cette violence-là, elle existait déjà. Ouais. Pendant la campagne de François Fillon, les journalistes dans les meetings, on se faisait cracher dessus, on se faisait insulter. J'ai été bousculé en plein direct. Et c'est pas nouveau, cette violence contre la presse venant de certains militants. Elle existe depuis des lustres. Ouais. Même vis-à-vis des élus. Je rappelais Françoise Degois qui racontait, elle a suivi Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira. Les insultes qu'elles ont reçues à l'époque étaient du même niveau que celles qu'a reçues Marlène Schiappa. Mais le mouvement contre la loi travail, on l'a oublié, c'était il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai fait des manifs du mouvement contre la loi travail. On a été tapés, on a été insultés, on nous a cassé la caméra. Les gens violents contre la presse dans les manifestations, il y en a toujours eu. Peut-être que la nouveauté, effectivement, c'est que cette violence est plus largement partagée. Et que des gens qui sont des manifestants à la base pacifistes en viennent eux aussi avoir des comportements contre des journalistes. Et ça interroge, effectivement. Mais il y a quand même eu, vous dites, oui, depuis des lustres, certes, mais il y a quand même eu, historiquement, il y avait, les médias étaient un peu divisés en deux. Il y avait ce qu'on appelait les grands médias qui étaient identifiés par des manifestants comme la presse du pouvoir. Puis il y avait une presse plus considérée comme de gauche, etc. Alors moi, j'ai jamais connu cette période. Oui, mais bon, la presse, vous savez, la presse existait déjà avant que vous deveniez journaliste. Bien sûr. C'est une information que je vous donne. Mais tout à fait, mais moi, j'ai jamais connu, donc je peux pas trop en parler. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Et je pense que la grande nouveauté aujourd'hui, ça c'est quand même nouveau, c'est que c'est les journalistes en bloc qui sont rejetés. C'est-à-dire, il n'y a plus de gauche, de droite. Alors vraiment. Et par exemple, Brut. Il y a par exemple Brut. Il y a par exemple. Il y a 2-3 exceptions. Il y a quelques exceptions, mais effectivement, ce sont les journalistes sont rejetés en bloc, effectivement. Mais moi, de ce que je connais, je suis pas journaliste depuis très longtemps, donc je suis un peu jeune. J'ai jamais connu une période où il y a des médias qui pouvaient bosser tranquillement dans les manifestations. Moi, en tout cas, je l'ai jamais connu. Je suis jamais allé dans une manif. Si vous avez raison, ça date pas des gilets jaunes, mais c'est pas de tout temps. Donc on cherche, on essaye de comprendre comment ça a basculé. Je pense qu'il y a l'émergence des réseaux sociaux. Il y a l'émergence aussi de. En fait, les médias avaient un monopole. Il y a peut-être quelques décennies, avaient un monopole, et donc c'était unilatéral. C'est les médias qui parlaient, les gens qui recevaient. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est son propre média. Tout le monde peut avoir accès à des informations. Tout le monde peut aller par groupe d'affinité discuter de ce que disent les médias. N'importe qui. Et tout le monde est n'importe qui, mais surtout tout le monde, et moi je trouve ça très bien que tout le monde puisse avoir accès à un espace d'expression publique. Et donc les gens,
ils confrontent leur discours, ils n'ont plus besoin des médias. Et c'est pour ça que ceux qui nous ont reproché de donner la parole à Maxime Nicole, de lui donner de la puissance, se trompent complètement. Maxime Nicole, c'est un monsieur qui avait de la puissance et de l'influence avant de faire ses interviews. Et c'est d'ailleurs pour ça que les premiers médias qui l'ont interrogé, sont allés le voir, parce qu'il avait de l'influence. Ces gens-là n'ont pas besoin des médias. Ils ont une audience, ils font des Facebook Live sans aucune contradiction, qui durent des heures, où ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils ont des gens qui viennent les voir. Ils n'ont pas besoin de nous. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes justement obligé de réinventer un petit peu les médias. Vous vous distinguez des médias traditionnels. Oui, après on garde les mêmes bases. On se réinvente dans la forme de diffusion, on se réinvente dans la manière, le ton peut-être qui est utilisé. Qui est mais peut-être vous êtes obligé pour le coup d'avoir des coups, entre guillemets, pardon, pour le coup des coups, comme celui de Maxime Nicole, c'est-à-dire de faire réagir pour avoir une audience, pour provoquer en quelque sorte. Vous saviez que ça allait faire réagir. Non. Alors, évidemment, je savais que ça allait faire réagir. Mais si on veut vous parler... avez dit vous n'êtes pas dit c'est super génial. Non, mais on si a on veut Maxime parler... Nicole. Mais parlons d'audience. Parlons d'audience, par exemple. L'interview de Maxime Nicole, je ne sais pas à combien elle est là, elle doit être à 600 000 vues à peu près. C'est un score très faible pour Combini News. 600 000 vues, la moyenne des reportages que je fais à l'étranger sur des sujets qui ne sont pas du tout des sujets polémiques, c'est entre 2 et 3 millions. Et donc, l'interview d'Aurélien, le policier qui était aussi... c'était une interview que vous avez faite et qui était également commentée, très commentée. Elle a fait plus d'audience. Un peu plus d'1 million. Un peu plus d'1 million, donc mais plus que Maxime Nicole. Mais ce sont si vous voulez, en termes de score d'audience, c'est plutôt dans la moyenne basse de ce qu'on fait. Et c'est justement pour ça que je pense que les gens nous suivent, c'est parce qu'on a tendance à faire des reportages qui ne sont pas vus ailleurs et qui ne sont pas vus à la télé. Quand on est allé faire au Kasaï, au Congo, 14 minutes de reportage sur la famine, si les gens ont beaucoup partagé, ont beaucoup réagi, ont beaucoup commenté, c'est parce que c'était un sujet qui n'avait pas été traité dans les médias ailleurs, à quelques exceptions près, parce qu'il y avait eu quelques papiers, je crois, dans la presse écrite. Vous avez été à France Télévisions et à Quotidien. Est-ce que vous vous sentez plus libre dans un média comme Combini, ou vous étiez libre également dans les autres médias télé? Alors moi, je me suis toujours senti libre. Voilà, ça c'est pour aller contre le complotisme. J'ai bossé à France Télé, j'ai bossé à Quotidien. J'ai jamais eu l'impression que quelqu'un essayait de me dire ce que je devais faire, et j'ai jamais ressenti de censure. Voilà. Après, peut-être que je me sens plus libre aujourd'hui parce que il y a une question de forme. C'est-à-dire que la télé, c'est très contraignant en termes de forme. Il y a un conducteur à respecter, il y a un minutage très précis, et donc la forme, forcément, contraint le fond aussi à un moment. Là, sur le web, on n'a pas de limite de forme. Si on veut faire un reportage de 15 minutes, on fait 15 minutes. Si on veut faire une interview de 8 minutes, on fait 8 minutes. Si on veut faire 5 minutes, on fait 5 minutes. Et cette liberté de forme donne une liberté de fond. Est-ce que vous pensez que les chaînes d'infos ont une responsabilité? Est-ce que vous vouliez demander, Rémi, Exactement. une responsabilité dans le mouvement des Gilets jaunes, et en tout cas dans l'ampleur que ça a pu avoir? Je pense que c'est pas à moi de faire la critique des confrères. Il y a beaucoup de gens qui font de la critique des médias. Non, mais sans faire les confrères, mais la couverture permanente des événements, avec parfois une dramatisation, on va dire, peut-être un peu. Une événementialisation. Ouais. Oui, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si les chaînes info n'en avaient pas parlé. Je suis pas sûr que le mouvement n'aurait pas quand même pris de l'ampleur. Parce que c'est un mouvement qui s'organise sur des groupes, sur les réseaux sociaux. Et on le voit, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de violence. Parce que c'est totalement incontrôlable. Il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de parcours. Et cette non-organisation, je pense qu'elle aurait quand même eu lieu et quand même plus déployée sans les médias. Donc je suis pas honnêtement persuadé que BFM, LCI et les autres soient responsables de ce qui se passe aujourd'hui. On leur a beaucoup donné la parole, on les a beaucoup entendus, les Gilets jaunes, et malgré ça, ils en veulent aux chaînes d'info. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les gens de droite vont vous dire que les médias sont de gauche, et les gens de gauche vont vous dire que les médias sont de droite. Là, l'exemple de BFM TV est assez symptomatique. Les Gilets jaunes sont anti-BFM, et Maxime Nicole le dit dans notre interview. Parce qu'il médiatise mal, selon lui, le mouvement. Et Emmanuel Macron aussi, on le sait, en veut à BFM parce qu'il accuse la chaîne d'avoir donné trop d'écho au mouvement. Donc en fait, c'est l'ennemi de tout le monde et l'ennemi de personne, BFM. Chacun voit dans BFM ce qu'il veut voir. Et non, le drame, et ce qui ressort bien de ce que dit Maxime Nicole dans votre interview, c'est qu'il trouve cela normal, lui et donc beaucoup de gens, d'interdire de manifs. Et ça, c'est inacceptable. Il trouve ça normal. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il faut s'élever quand même contre ça. Bien sûr, c'est totalement inacceptable. Et interdire des journalistes dans des manifestations, personne ne doit laisser passer ça. Et je pense qu'il faut soutenir les confrères de BFM plutôt que d'être forcément dans la critique de leur traitement. Je pense que dans ces moments-là, il faut soutenir. Ça n'empêche pas, mais je pense que la première réaction, c'est quand même de soutenir les confrères qui sont les confrères et les consoeurs qui sont agressés sur le terrain. Oui, on peut faire les deux. Merci Hugo Clément d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve
retrouve-nous dans quelques instants et on va continuer à parler des Gilets jaunes dans quelques instants. Mais d'abord, il y a le 30 secondes pour convaincre. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Alors Valérie, depuis le 7 janvier, c'est la 40e édition du Dakar sur France Télévisions, présentée par Céline Rousseau et Luc Alphand. Vous savez que cette année, l'intégralité de la compétition se déroule au Pérou. Alors on a voulu en savoir plus. On a appelé depuis Lima Céline Rousseau et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de regarder la fin de cette compétition de cette semaine. C'est une course légendaire d'aventure, de compétition, mais aussi de solidarité. C'est le plus grand rallye raid au monde avec 530 concurrents. Ils viennent d'Australie, du Japon, d'Europe, qu'ils soient amateurs ou professionnels. L'engagement, il est fort, il est beau. Les meilleurs pilotes sont présents cette année. Peter Ancel, Alatia, Roma. Et puis Sébastien Loeb qui vient se frotter à nouveau au sable. 5000 km en 10 jours, c'est quand même pas rien. Alors, il y a du suspense, des galères, des rebondissements. Il faut savoir rouler, naviguer, faire de la mécanique. Et puis, il y a la beauté que la nature péruvienne nous offre. Des paysages montagneux, les Andes, le Pacifique, une vraie carte postale à vivre tous les soirs. France 4, 19h55, France 3, 20h45. Ah bah dis donc, c'est une minute pour convaincre, c'est plus 30 secondes, Gilles. Là, elle a un petit peu débordé. Mais c'est vrai que c'est plus tout à fait ce que c'était. Non, le Dakar, personne n'en parle. Alors ce soir, Infidèle, la suite du feuilleton de TF1 qui a très très bien démarré la semaine dernière. De Detail, série qui a un petit peu moins bien commencé sur France 2. Monument Man, excellent film, très bon film sur France 3. Georges Clooney. Voilà, Les Semailles et les Moissons, dites donc sur France 5. Ouais, M6, Insaisissable sur France 2. Prête à tout. 2, alors moi j'adore ce film avec Nicole Kidman sur Arte qui raconte l'ascension d'une jeune femme qui est prête à tout pour réussir et passer à la télévision. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Regardez-le, c'est formidable. Vraiment, c'est un de mes films préférés. Ça vous a rappelé des gens ? Pardon ? Ça m'a rappelé des gens. Oui, c'est toute ressemblance avec la réalité. Alors ? Écoutez, je pense que TF1 va être fidèle. Et puis après, entre Insaisissable 2 et Monument Man, ça peut. Moi, je sais pas. Monument Man, moi, je pense va gagner. Allez, Monument Man. Moi, je connais 1-3-6. 1-3-6. Allez, à tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.